L'oncle et le neveu. Si quelqu'un de mes jeunes lecteurs ou quelqu'une de mes jeunes lectrices s'est jamais coupé avec du verre, ce qui a dû leur arriver aux uns ou aux autres dans leur jour de désobéissance, ils doivent savoir par expérience que c'est une coupure particulièrement désagréable en ce qu'elle ne finit pas de guérir. Marie fut donc forcée de passer une semaine entière dans son lit, car il lui prenait des étourdissements aussitôt qu'elle essayait de se lever. Enfin, elle se rétablit tout à fait et put sautiller par la chambre comme auparavant. Où l'on est injuste envers notre petite héroïne, où l'on comprendra facilement que sa première visite fut pour l'armoire vitrée. Elle présentait un aspect des plus charmants. Le carreau cassé avait été remis, et derrière les autres carreaux, nettoyés scrupuleusement par mademoiselle Trudchen, apparaissaient neufs, brillants et vernissés, les arbres, les maisons et les poupées de la nouvelle année. Mais au milieu de tous les trésors de son royaume enfantin, avant toute chose, ce que Marie aperçut, ce fut son casse-noisette qui lui souriait du second rayon où il était placé, et cela avec des dents en aussi bon état qu'il en avait jamais eu. Tout en contemplant avec bonheur son favori, une pensée qui s'était déjà plus d'une fois présentée à l'esprit de Marie revint lui serrer le cœur. Elle songea que tout ce que parrain Drosselmayer avait raconté était non pas un conte, mais l'histoire véritable des dissensions de Casse-Noisette avec Feu la reine des souris et son fils le prince régnant. Dès lors, elle comprenait que Casse-Noisette ne pouvait être autre que le jeune Drosselmayer de Nuremberg, l'agréable mais ensorcelé neveu du parrain, car que l'ingénieux mécanicien de la cour du roi, père de Pirlipat, fût autre que le conseiller de médecine Drosselmayer, de ceci elle n'en avait jamais douté. Du moment où elle l'avait vu dans la narration apparaître avec sa redingote jaune. Et cette conviction s'était encore raffermie quand elle lui avait successivement vu perdre ses cheveux par un coup de soleil et son œil par un coup de flèche, ce qui avait nécessité l'invention de l'affreux emplâtre et l'invention de l'ingénieuse perruque de verre dont nous avons parlé au commencement de cette histoire. Mais pourquoi ton oncle ne t'a-t-il pas secouru, pauvre casse-noisette? Se disait Marie en face de l'armoire vitrée, et tout en regardant son protégé, et en pensant que, du succès de la bataille, dépendait le désensorcellement du pauvre petit bonhomme, et son élévation au rang de roi du royaume des poupées, si prête du reste à subir cette domination que, pendant tout le combat, Marie se le rappelait, les poupées avaient obéi à Casse-Noisette comme des soldats à un général. Et cette insouciance du parrain Drosselmayer faisait d'autant plus de peine à Marie qu'elle était certaine que ces poupées, auxquelles dans son imagination elle prêtait le mouvement et la vie, vivaient et remuaient réellement. Cependant, à la première vue, du moins, il n'en était pas ainsi dans l'armoire, car tout y demeurait tranquille et immobile. Mais Marie, plutôt que de renoncer à sa conviction intérieure, attribuait tout cela à l'ensorcellement de la reine des souris et de son fils. Elle entra si bien dans ce sentiment qu'elle continua bientôt, tout en regardant Casse-Noisette, de lui dire tout haut ce qu'elle avait commencé de lui dire tout bas. Cependant, reprit-elle, quand bien même vous ne seriez pas en état de vous remuer et empêché par l'enchantement qui vous tient de me dire le moindre petit mot, je sais très bien, mon cher monsieur Drosselmayer,
que vous me comprenez parfaitement et que vous connaissez à fond mes bonnes intentions à votre égard. Comptez donc sur mon appui si vous en avez besoin. En attendant, soyez tranquille, je vais bien prier votre oncle de venir à votre aide, et il est si adroit qu'il faut espérer que, pour peu qu'il vous aime un peu, il vous secourra. » Malgré l'éloquence de ce discours, Casse-Noisette ne bougea point. Mais il sembla à Marie qu'un soupir passa tout doucement à travers l'armoire vitrée, dont les glaces se mirent à résonner bien bas, mais d'une façon si miraculeusement tendre qu'il semblait à Marie qu'une voix douce, comme une petite clochette d'argent, disait « Chère petite Marie, mon ange gardien, je serai à toi, Marie à moi. » Et à ces paroles mystérieusement entendues, Marie, à travers le frisson qui courut par tout son corps, sentit un bien-être singulier s'emparer d'elle. Cependant, le crépuscule était arrivé. Le président entra avec le conseiller de médecine Drosselmayer. Au bout d'un instant, Mademoiselle Trudchen avait préparé la table à thé, et toute la famille était rangée autour de la table, causant gaiement. Quant à Marie, elle avait été chercher son petit fauteuil et s'était assise silencieusement aux pieds du parrain Drosselmayer. Alors, dans un moment où tout le monde faisait silence, elle leva ses grands yeux bleus sur le conseiller de médecine et le regardant fixement au visage. « Je sais maintenant, dit-elle, cher parrain Drosselmayer, que mon casse-noisette est ton neveu le jeune Drosselmayer de Nuremberg. Il est devenu prince et roi du royaume des poupées, comme l'avait si bien prédit ton compagnon l'astrologue, mais tu sais bien qu'il est en guerre ouverte et acharnée avec le roi des souris. Voyons, cher parrain Drosselmayer, pourquoi n'es-tu pas venu à son aide quand tu étais en chouette à cheval sur la pendule? Et maintenant encore, pourquoi l'abandonnes-tu? » Et à ces mots, Marie raconta de nouveau, au milieu des éclats de rire de son père, de sa mère et de mademoiselle Trudchen, toute cette fameuse bataille dont elle avait été spectatrice. Il n'y eut que Fritz et le parrain Drosselmayer qui ne sourcillèrent point. « Mais où donc, dit le parrain, cette petite fille va-t-elle chercher toutes les sottises qui lui passent par l'esprit? » « Elle a l'imagination très vive, répondit sa mère, et au fond, ce ne sont que des rêves et des visions occasionnés par sa fièvre. »« Et la preuve, dit Fritz, c'est qu'elle raconte que mes hussards rouges ont pris la fuite, ce qui ne saurait être vrai, à moins qu'ils ne soient d'abominables poltrons, auquel cas, sapristi, ils ne risqueraient rien, et je les bousculerais d'une belle façon. » Mais tout en souriant singulièrement, le parrain Drosselmayer prit la petite Marie sur ses genoux et lui dit avec plus de douceur qu'auparavant. « Cher enfant, tu ne sais pas dans quelle voie tu t'engages en prenant aussi chaudement les intérêts de Casse-Noisette. Tu auras beaucoup à souffrir si tu continues à prendre ainsi parti pour le pauvre disgracié, car le roi des souris, qui le tient pour le meurtrier de sa mère, le poursuivra par tous les moyens possibles. Mais en tout cas, ce n'est pas moi, entends-tu bien? C'est toi seul qui peux le sauver. Sois ferme et fidèle, et tout ira bien. » Ni Marie, ni personne ne comprit rien au discours du parrain. Il y a plus. Ce discours parut même si étrange au président qu'il prit sans souffler le mot la main du conseiller de médecine, et après lui avoir tâté le pouls, « Mon bon ami, lui dit-il comme Bartholo à Basile, vous avez une grande fièvre, et je vous conseille d'aller vous coucher. »
La capitale. Pendant la nuit qui suivit la scène que nous venons de raconter, comme la lune, brillant de tout son éclat, faisait glisser un rayon lumineux entre les rideaux mal joints de la chambre et que, près de sa mère, dormait la petite Marie, celle-ci fut réveillée par un bruit qui semblait venir du coin de la chambre, mêlé de sifflements aigus et de piaulements prolongés. « Hélas !» s'écria Marie, qui reconnut ce bruit pour l'avoir entendu pendant la fameuse soirée de la bataille. « Hélas, voilà les souris qui reviennent. Maman, maman, maman !» Mais quelques efforts qu'elle fit, sa voix s'éteignit dans sa bouche. Elle essaya de se sauver, mais elle ne put remuer ni bras ni jambes et resta comme clouée dans son lit. Alors, en tournant ses yeux effrayés vers le coin de la chambre où l'on entendait le bruit, elle vit le roi des souris qui se grattait un passage à travers le mur, passant par le trou qui allait s'élargissant, d'abord une de ses têtes, puis deux, puis trois, puis enfin ses 7 têtes, ayant chacune sa couronne, et qui, après avoir fait plusieurs tours dans la chambre, comme un vainqueur qui prend possession de sa conquête, s'élança d'un bond sur la table, qui était placée à côté du lit de la petite Marie. Arrivé là, il la regarda de ses yeux brillants comme des escarboucles, sifflotant et grinçant des dents, tout en disant « Il faut que tu me donnes tes dragées et tes massepains, petite fille, ou sinon je dévorerai ton ami Casse-Noisette. » Puis, après avoir fait cette menace, il s'enfuit de la chambre par le même trou qu'il avait fait pour entrer. Marie était si effrayée de cette terrible apparition que, le lendemain, elle se réveilla toute pâle et le cœur tout serré, et cela avec d'autant plus de raison qu'elle n'osait raconter, de peur qu'on ne se moquât d'elle, ce qui lui était arrivé pendant la nuit. 20 fois le récit lui vint sur les lèvres, soit vis-à-vis de sa mère, soit vis-à-vis de Fritz. Mais elle s'arrêta, toujours convaincue que ni l'un ni l'autre ne la voudrait croire. Seulement, ce qui lui parut le plus clair dans tout cela, c'est qu'il lui fallait sacrifier au salut de Casse-Noisette ses dragées et ses massepains. En conséquence, elle déposa le soir du même jour tout ce qu'elle en possédait sur le bord de l'armoire. Le lendemain, la présidente dit « En vérité, je ne sais pas d'où viennent les souris qui ont tout à coup fait irruption chez nous. Mais regarde, ma pauvre Marie, continua-t-elle en amenant la petite fille au salon. Ces méchantes bêtes ont dévoré toutes les sucreries. » La présidente faisait une erreur. C'est gâté qu'elle aurait dû dire, car ce gourmand de roi des souris, tout en ne trouvant pas les massepains de son goût, les avait tellement grignotés qu'on fut obligé de les jeter. Au reste, comme ce n'étaient pas non plus les bonbons que Marie préférait, elle n'eut pas un bien vif regret du sacrifice qu'avait exigé d'elle le roi des souris. Et croyant qu'il se contenterait de cette première contribution dont il l'avait frappée, elle fut fort satisfaite de penser qu'elle avait sauvé Casse-Noisette à si bon marché. Malheureusement, sa satisfaction ne fut pas longue. La nuit suivante, elle se réveilla en entendant piauler et siffloter à ses oreilles. Hélas! C'était encore le roi des souris, dont les yeux étincelaient plus horriblement que la nuit précédente, et qui, de sa même voix entremêlée de sifflements et de piaulements, lui dit « Il faut que tu me donnes tes poupées en sucre et en biscuits, petite fillette,
ou sinon je dévorerai ton ami Casse-Noisette. » Et là-dessus le roi des souris s'en alla tout en sautillant et disparut par son trou. Le lendemain, Marie, fort affligée, s'en alla droit à l'armoire vitrée et, arrivée là, elle jeta un regard mélancolique sur ses poupées en sucre et en biscuits. Et certes, sa douleur était bien naturelle, car jamais on n'avait vu plus friande petite figure que celle que possédait la petite Marie. « Hélas !» dit-elle en se tournant vers le Casse-Noisette. « Cher monsieur Drosselmayer, que ne ferais-je pas pour vous sauver? Cependant, vous en conviendrez, ce qu'on exige de moi est bien dur. » Mais à ces paroles, Casse-Noisette prit un air si lamentable que Marie, qui croyait toujours voir les mâchoires du roi des souris s'ouvrir pour le dévorer, résolut de faire encore ce sacrifice pour sauver le malheureux jeune homme. Le soir même, elle mit donc les poupées de sucre et de biscuits sur le bord de l'armoire. Comme la veille, elle y avait mis les dragées et les massepains. Baisant cependant, en manière d'adieu, les uns après les autres, ses bergers, ses bergères et leurs moutons, cachant derrière toute la troupe un petit enfant aux joues arrondies qu'elle aimait particulièrement. « Oh, c'est trop fort !» s'écria le lendemain la présidente. « Il faut décidément que d'affreuses souris aient établi leur domicile dans l'armoire vitrée, car toutes les poupées de la pauvre Marie sont dévorées. » À cette nouvelle, de grosses larmes sortirent des yeux de Marie. Mais presque aussitôt elles se séchèrent, firent place à un doux sourire, car intérieurement elle se disait « Qu'importe bergers, bergères et moutons, puisque Casse-Noisette est sauvé. » Mais, dit Fritz, qui avait assisté d'un air réfléchi à toute la conversation, « je te rappellerai, petite maman, que le boulanger a un excellent conseiller de légation gris que l'on pourrait envoyer chercher et qui mettra bientôt fin à tout ceci en croquant les souris les unes après les autres. Et après les souris, Dame Sourissonne elle-même et le roi des souris comme madame sa mère. »« Oui, répondit la présidente, mais ton conseiller de légation, en sautant sur les tables et les cheminées, me mettra en morceaux mes tasses et mes verres. »« Ah ouiche, dit Fritz, il n'y a pas de danger. Le conseiller de légation du boulanger est un gaillard trop adroit pour commettre de pareilles bévues, et je voudrais bien pouvoir marcher sur le bord des gouttières et sur la crête des toits avec autant d'adresse et de solidité que lui. »« Pas de chat dans la maison, pas de chats ici !» s'écria la présidente, qui ne pouvait pas les souffrir. « Mais, dit le président, attiré par le bruit, il y a quelque chose de bon à prendre dans ce qu'a dit M. Fritz. Ce serait, au lieu d'un chat, d'employer des souricières. »« Pardieu !» s'écria Fritz, « cela tombe à merveille, puisque c'est parrain Drosselmayer qui les a inventés. » Tout le monde se mit à rire, et comme, après perquisition faite dans la maison, il fut reconnu qu'il n'y existait aucun instrument de ce genre, on envoya chercher une excellente souricière chez parrain Drosselmayer, laquelle fut amorcée d'un morceau de lard et tendue à l'endroit même où les souris avaient fait un si grand dégât la nuit précédente. Marie se coucha donc dans l'espoir que, le lendemain, le roi des souris se trouverait pris dans la boîte, où ne pouvait manquer de le conduire sa gourmandise. Mais vers les 11 heures du soir, et comme elle était dans son premier sommeil, elle fut réveillée par quelque chose de froid et de velu qui sautillait sur ses bras et sur son visage. Puis, au même instant, ce piaulement et ce sifflement qu'elle connaissait si bien retentit à ses oreilles.
L'affreux roi des souris était là, sur son traversin, les yeux scintillants d'une flamme sanglante, et ses 7 gueules ouvertes, comme s'il était prêt à dévorer la pauvre Marie. « je m'en moque, disait le roi des souris. Je n'irai pas dans la petite maison, et ton lard ne me tente pas. Je ne serai pas pris, je m'en moque. Mais il faut que tu me donnes tes livres d'images et ta petite robe de soie. Autrement, prends-y garde, je dévorerai ton casse-noisette. » On comprend qu'après une telle exigence, Marie se réveilla le lendemain, l'âme pleine de douleur et les yeux pleins de larmes. Aussi sa mère ne lui apprit-elle rien de nouveau lorsqu'elle lui dit que la souricière avait été inutile et que le roi des souris s'était douté de quelque piège. Alors, comme la présidente sortait pour veiller aux apprêts du déjeuner, Marie entra dans le salon et, s'avançant en sanglotant vers l'armoire vitrée, « Hélas, mon bon et cher monsieur Drosselmayer, dit-elle, où donc cela s'arrêtera-t-il? Quand j'aurai donné au roi des souris mes jolis livres d'images à déchirer et ma belle petite robe de soie dont l'enfant Jésus m'a fait cadeau le jour de Noël à mettre en morceaux, il ne sera pas content encore. Et tous les jours m'en demandera davantage, si bien que, lorsque je n'aurai plus rien à lui donner, peut-être me dévorera-t-il à votre place. Hélas, pauvre enfant que je suis, que dois-je donc faire, mon bon et cher monsieur Drosselmayer? Que dois-je donc faire? » Et tout en pleurant et tout en se lamentant ainsi, Marie s'aperçut que Casse-Noisette avait au cou une tache de sang. Du jour où Marie avait appris que son protégé était le fils du marchand de joujoux et le neveu du conseiller de médecine, elle avait cessé de le porter dans ses bras et ne l'avait plus ni caressé ni embrassé. Et sa timidité à son égard était si grande qu'elle n'avait pas même osé le toucher du bout du doigt. Mais en ce moment, voyant qu'il était blessé et craignant que sa blessure ne fût dangereuse, elle le sortit doucement de l'armoire et se mit à essuyer avec son mouchoir la tache de sang qu'il avait au cou. Mais quel fut son étonnement lorsqu'elle sentit tout à coup que Casse-Noisette commençait à se remuer dans sa main. Elle le reposa vivement sur son rayon. Alors sa bouche s'agita de droite et de gauche, ce qui la fit paraître plus grande encore, et à force de mouvements, finit à grand-peine par articuler ces mots. « Ah, très chère demoiselle Silberhaus, excellente amie à moi, que ne vous dois-je pas, et que de remerciements n'ai-je pas à vous faire? Ne sacrifiez donc pas pour moi vos livres d'images et votre robe de soie. Procurez-moi seulement une épée, mais une bonne épée, et je me charge du reste. » Casse-Noisette voulait en dire plus long encore, mais ses paroles devinrent inintelligibles, sa voix s'éteignit tout à fait, et ses yeux, un moment animés par l'expression de la plus douce mélancolie, devinrent immobiles et atones. Marie n'éprouva aucune terreur, au contraire, elle sauta de joie, car elle était bien heureuse de pouvoir sauver Casse-Noisette sans avoir à lui faire le sacrifice de ses livres d'images et de sa robe de soie. Une seule chose l'inquiétait, c'était de savoir où elle trouverait cette bonne épée que demandait le petit bonhomme. Marie résolut alors de s'ouvrir de son embarras à Fritz, que, à part sa forfanterie, elle savait être un obligeant garçon. Elle l'amena donc devant l'armoire vitrée,
lui raconta tout ce qui lui était arrivé avec Casse-Noisette et le roi des souris, et finit par lui exposer le genre de service qu'elle attendait de lui. La seule chose qui impressionna Fritz dans ce récit fut d'apprendre que bien réellement ces hussards avaient manqué de cœur au plus fort de la bataille. Aussi demanda-t-il à Marie si l'accusation était bien vraie, et comme il savait la petite fille incapable de mentir, sur son affirmation, il s'élança vers l'armoire et fit à ses hussards un discours qui parut leur inspirer une grande honte. Mais ce ne fut pas tout. Pour punir tout le régiment dans la personne de ses chefs, il dégrada les uns après les autres tous les officiers et défendit expressément aux trompettes de jouer pendant un an la marche des hussards de la garde. Puis, se retournant vers Marie, « Quant à Casse-Noisette, dit-il, qui me paraît un brave garçon, je crois que j'ai son affaire. Comme j'ai mis hier à la Réforme, avec sa pension bien entendu, un vieux major de cuirassiers qui avait fini son temps de service, je présume qu'il n'a plus besoin de son sabre, lequel était une excellente lame. » Restait à trouver le major. On se mit à sa recherche, et on le découvrit mangeant la pension que Fritz